Je m'appelle Alice et à 35 ans, j'ai enfin obtenu mon master après 5 années épuisantes de cours du soir, tout en travaillant à temps plein et en élevant 2 enfants. J'aurais dû être fier en montant sur l'estrade, mais tout ce que je voyais, c'était 5 sièges vides dans le public, réservés pour la famille qui n'était pas venue. Mon diplôme serré dans mes mains, entouré de diplômés en liesse, j'étais pourtant totalement seul. Mon accomplissement signifiait tout pour moi, mais apparemment rien pour eux. Le véritable coup dur est arrivé après la cérémonie quand mon téléphone s'est allumé avec un message urgent de mon mari, Nicolas. Si vous avez déjà ressenti la trahison de ceux qui auraient dû être vos plus grands soutiens, partagez d'où vous regardez. Aimez cette histoire et abonnez-vous pour rejoindre une communauté qui comprend que la déception familiale fait plus mal que n'importe quelle autre douleur. Depuis 12 ans, j'étais marié à Nicolas, un développeur informatique de 37 ans avec un emploi stable dans une entreprise technologique à Lyon. Ensemble, nous avions 2 enfants, Étienne, notre fils de 14 ans, en pleine phase adolescente où il trouvait ses parents embarrassants, et Sophie, notre brillante fille de 11 ans, de plus en plus absorbée par sa vie sociale. Nous vivions dans une maison modeste de 4 chambres en banlieue lyonnaise, pas trop ostentatoire, mais confortable, avec un petit jardin où les enfants pouvaient jouer pendant les rares journées ensoleillées de la région. Je travaillais chez Financière du Bois, une société d'investissement de taille moyenne où j'étais employé depuis près de 9 ans. Mon poste d'analyste financière était exigeant, souvent plus de 50 heures par semaine, surtout pendant la saison des déclarations fiscales ou lorsque des clients importants exigèrent des rapports. J'étais doué dans mon travail, précise avec les chiffres et patiente avec les clients difficiles. Mais année après année, je voyais mes collègues masculins, moins expérimentés, être promus avant moi. « Il vous faut plus de qualifications », me disait mon patron lors des évaluations. « Un diplôme de licence en finance, c'est bien, mais tout le monde l'a. Si vous voulez accéder à un poste de direction, il vous faut un master. » Après avoir été écarté d'une promotion pour la 3e fois, j'ai pris ma décision. J'allais obtenir ce master en administration des affaires, coûte que coûte. L'Université de Lyon proposait des cours du soir pour les professionnels. Cela prendrait 5 ans d'études à temps partiel, mais je pensais que l'investissement en valait la peine pour mon avenir. Ce que je n'avais pas pleinement anticipé, c'était à quel point le rythme serait éprouvant. Je me levais à 5h30 pour préparer le petit déjeuner pour la famille et les paniers repas des enfants. Ensuite, je travaillais toute la journée, puis je me précipitais en cours 3 soirs par semaine, de 18h à 21h. Je rentrais épuisé pour trouver des assiettes dans l'évier et des devoirs à vérifier. Les week-ends, au lieu de me détendre, je m'enfermais dans notre bureau à la maison pendant des heures pour avancer sur mes devoirs, pendant que Nicolas emmenait les enfants à des matchs de football ou à des anniversaires. « Maman est toujours en train d'étudier », ai-je entendu Étienne se plaindre à son père un jour. « Elle n'a plus jamais de temps pour nous. » Ces mots m'ont blessé, mais j'essayais de rationaliser. C'était temporaire. C'était pour notre avenir. Une fois mon diplôme en poche et la promotion qui suivrait, nous aurions plus de stabilité financière, peut-être même assez pour ce voyage à Disneyland Paris dont les enfants rêvaient. Ma relation avec mon frère Damian compliquait encore les choses. Âgé de 38 ans, 3 ans de plus que moi, Damien avait toujours été l'enfant prodige de la famille. Il dirigeait une agence immobilière prospère à Marseille, vivait dans une maison en bord de mer et, célibataire sans enfant, profitait de la liberté de voyager et de s'adonner à des hobbies coûteux comme la voile et la collection de vins. Nos parents, qui vivaient à 2 heures de route à Nice, ne cachaient jamais leur préférence pour lui. Enfants, ils assistaient à tous ces matchs de rugby, mais manquaient souvent mes compétitions académiques. Adultes, ils accouraient pour aider Damien à rénover sa cuisine, mais trouvaient des excuses quand j'avais besoin de quelqu'un pour garder les enfants pendant mes examens finaux. « Ton frère est plus amusant à fréquenter », m'a dit ma mère un jour, après que je l'ai confronté à ce déséquilibre. « Tu es toujours si sérieuse, si occupée par tes responsabilités. » L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Être responsable semblait être un reproche. Malgré ces frustrations, j'ai persévéré dans mes études. J'écrivais des dissertations après que les enfants étaient couchés, souvent jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. J'étudiais mes fiches pendant mes pauses déjeuner. J'ai sacrifié les vacances, utilisant ce temps pour avancer dans mes cours plutôt que pour partir en famille. Quand des amis nous invitaient à des fêtes ou à des escapades de week-end, je déclinais, sachant que j'avais besoin de ces heures pour l'école. Nicolas était soutenant au début, prenant en charge certaines tâches à la maison et m'encourageant quand je me sentais dépassé. Mais au fil des années, sa patience s'est effritée.
Combien de temps ça va encore durer ? Demandait-il. Les enfants te voient à peine. Encore 2 ans, lui assurai-je. Puis, encore 1 an. Puis, juste quelques mois. À l'approche de ma remise de diplôme, notre mariage était tendu. Nous nous aimions encore, mais la distance entre nous avait grandi. Nicolas avait développé ses propres routines et cercles sociaux, emmenant souvent les enfants à des événements communautaires ou chez ses parents sans moi. J'avais manqué tant de dîners familiaux, de spectacles scolaires et de sorties le week-end que leur fonctionnement sans moi était devenu normal. C'est pourquoi la cérémonie de remise des diplômes comptait autant pour moi. Ce n'était pas seulement une question de diplôme ou d'opportunité de carrière, c'était une occasion de montrer à ma famille, surtout à mes enfants, que tous ces sacrifices avaient un sens. Je voulais qu'ils me voient monter sur scène, qu'ils soient fiers de leur mère, qu'ils comprennent que les femmes peuvent poursuivre leurs études à tout âge. Je voulais ce moment de reconnaissance, cette célébration collective qui rendrait ces 5 années d'épuisement valables. Quand je serai diplômé, ai-je dit à Nicolas 6 mois avant la fin de mon programme, je veux que tout le monde soit là. Toi, les enfants, mes parents, même ma sœur Marianne depuis Toulouse. Ce sera un grand jour pour nous tous. Il avait hoché la tête et serré ma main. Bien sûr, chérie, on ne raterait ça pour rien au monde. Ces mots sonneraient bien creux par la suite. 6 mois avant la cérémonie, j'ai commencé à planifier minutieusement ce que je considérais comme l'un des jours les plus importants de ma vie. L'université avait envoyé un courriel avec tous les détails, y compris le nombre limité de billets pour les invités. J'ai immédiatement demandé l'allocation maximale de 6 billets, un pour Nicolas, Étienne, Sophie, ma mère, mon père et ma sœur Marianne. J'ai appelé mes parents à Nice pour leur donner la date qu'ils ont notée sur leur calendrier. « On fera de notre mieux pour venir, ma chérie », a dit ma mère d'un ton qui suggérait qu'elle pensait déjà à ce qui pourrait être plus important. Pourtant, je restais optimiste. C'était ma remise de diplôme, après tout. Il ferait sûrement un effort. Ensuite, j'ai contacté Marianne, qui vivait à Toulouse, avec son mari et ses 3 enfants. Contrairement à mes parents, elle semblait sincèrement enthousiaste. « Je suis tellement fière de toi, ma sœur, a-t-elle dit. Travailler à temps plein, élever des enfants et obtenir un master, tu es une superwoman. Je réserverai mon vol la semaine prochaine. » Avec la présence de la famille apparemment assurée, je me suis concentré sur la célébration d'après-cérémonie. J'ai trouvé un restaurant italien réputé près de l'université, la Bella Vita, qui pouvait accueillir notre groupe de 8. C'était cher, près de 300 € pour la réservation, mais c'était une occasion unique. J'ai versé la compte sans hésiter. Comme mes parents venèrent de loin, j'ai aussi réservé une chambre pour eux à l'hôtel Marriott, au centre-ville, en utilisant des points accumulés lors de mes voyages professionnels. Tout se mettait en place, et pour une fois, je me suis autorisé à ressentir de l'excitation plutôt que du stress à propos de l'école. 2 mois avant la remise des diplômes, je me suis offert une nouvelle robe, une élégante robe bleu marine, avec des détails en dentelle subtile, parfaite sous la toge de diplômé, mais aussi pour le dîner ensuite. J'ai pris des rendez-vous pour une coiffure, un maquillage et une manucure le matin de la cérémonie. C'était des luxes rares, toujours relégués au second plan derrière les dépenses familiales, mais je voulais être à mon meilleur ce jour-là. « Maman, tu es belle », a dit Sophie quand j'ai essayé la robe à la maison. « Comme sur les photos de ton mariage avec papa. » Son commentaire m'a fait monter les larmes aux yeux. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que je m'étais habillé pour autre chose qu'une réunion professionnelle. La routine quotidienne m'avait laissé peu de temps pour la vanité personnelle. 3 semaines avant la remise des diplômes, le premier signe de problème est apparu. Damien m'a appelé pour prendre des nouvelles, ce qu'il faisait sporadiquement quand il se souvenait qu'il avait une sœur. Après des questions superficielles sur mes études, il a lâché une bombe. « Au fait, j'organise un grand barbecue chez moi le 15 mai. J'ai installé une nouvelle cuisine extérieure et je veux l'inaugurer. Vous devriez venir, les enfants adoreraient la piscine. » Mon estomac s'est noué. « Damien, c'est le jour de ma remise de diplôme. Je vous en ai parlé il y a des mois. » Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. « Oh, c'est vrai, j'avais oublié. »« Peux-tu déplacer ton barbecue à un autre week-end » ai-je demandé, essayant de garder un ton calme. « Pas vraiment » a-t-il répondu, l'air indifférent. « J'ai déjà invité une 30aine de personnes, dont des clients qui ne sont en ville que ce week-end-là. » Il a ajouté comme si cela réglait tout. « À quelle heure se termine ta cérémonie ? Vous pourriez passer après. » J'ai senti ma tension monter. La cérémonie est à 14 h et durera probablement jusqu'à 17 h. Puis, nous avons une réservation pour le dîner.
Mais là n'est pas la question. Ma famille est censée être à ma remise de diplôme. Allons, Alice, a dit Damien avec ce ton condescendant qu'il maîtrisait depuis l'enfance. Ce n'est qu'une remise de diplôme. Tu en as déjà eu une pour ta licence. C'est juste un bout de papier pour quelques cours supplémentaires. J'étais sans voix. Juste un bout de papier. 5 ans de sacrifice réduits à quelques cours supplémentaires. Avant que je puisse formuler une réponse autre que des insultes, Damien a continué. Écoute, maman et papa viennent à mon barbecue. Ils ont déjà confirmé. Et ils amènent tante Suzanne et oncle Jean, qui viennent de Bordeaux. Tu sais qu'on les voit rarement. J'étais furieuse. Tu as parlé à maman et papa de ton barbecue avant de vérifier la date avec moi, alors que tu savais que ma remise de diplôme approchait? Je ne pensais pas que c'était si important, a-t-il dit, sur la défensive. Tu as 35 ans, pas 22. Ce n'est pas ta première cérémonie. Nous nous sommes disputés pendant encore 10 minutes, Damien refusant de céder et moi devenant de plus en plus bouleversé. Quand j'ai raccroché, je tremblais de colère et luttais contre les larmes. J'ai immédiatement appelé ma mère, espérant qu'elle raisonnerait. « Maman, Damien a prévu un barbecue le jour de ma remise de diplôme. Vous ne pouvez pas y aller à la place. » Sa réponse était exaspérante de diplomatie. « Oh, quel mauvais timing. Vous ne pouvez pas tous les deux reprogrammer. » « Non, maman, l'université ne change pas les dates de remise des diplômes pour une personne. Ça fait 1 an que c'est planifié. Je vous en ai parlé il y a 6 mois. C'est juste si compliqué, a-t-elle soupiré. Ta tante et ton oncle seront là, et tu sais que ton père adore les barbecues de Damien. On ne peut pas assister aux deux. La conversation a dégénéré, ma mère suggérant que j'étais égoïste de ne pas comprendre leur envie d'aller aux 2 événements, comme si c'était physiquement possible avec le timing et la distance. Ce soir-là, j'ai raconté la conversation à Nicolas, en larmes, attendant son soutien indéfectible. Il m'a écouté attentivement, frottant mon dos pendant que j'exprimais ma douleur et ma déception. « Ta famille a toujours été comme ça, a-t-il dit doucement. Mais tu nous auras, les enfants et moi, pour t'encourager. C'est ce qui compte vraiment, non ?» Ces mots m'ont quelque peu apaisé. Il avait raison. Tant que ma famille proche, mon mari et mes enfants, seraient là pour me soutenir, je pouvais gérer la préférence prévisible de mes parents pour Damien. Après tout, Nicolas et les enfants avaient été témoins de mes luttes quotidiennes. Des nuits blanches, du stress, des maux de tête, des événements familiaux manqués. Ils comprenaient ce que cet accomplissement signifiait pour moi. « Promets-moi que vous 3 serez là, » ai-je dit, en le regardant dans les yeux. « Peu importe ce qui arrive. »« Je te le promets, » a répondu Nicolas, embrassant mon front. Rien ne pourrait nous empêcher de venir. Je voulais désespérément le croire. La veille de la remise des diplômes, les préparatifs de dernière minute battèrent leur plein. J'ai récupéré ma toge et ma coiffe à la librairie de l'université, les suspendant soigneusement dans notre chambre. J'ai ciré mes plus belles chaussures, une paire d'escarpins noirs professionnels mais confortables pour traverser la Seine sans trébucher. J'ai chargé mon téléphone et mon appareil photo pour capturer des souvenirs. Mon excitation était teintée d'anxiété. Malgré les assurances de Nicolas, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose allait mal tourner. J'avais reçu un courriel formel de mes parents 2 jours plus tôt, expliquant poliment qu'ils assisteraient au barbecue de Damien au lieu de ma remise de diplôme. Ils promettaient de m'inviter à dîner la prochaine fois qu'ils seraient en ville pour célébrer. J'avais lu le courriel une fois, puis je l'avais supprimé sans répondre. Marianne avait également annulé, m'appelant avec un regret sincère pour expliquer que son plus jeune avait la varicelle, rendant le voyage impossible. Je comprenais sa situation, mais cela ajoutait à mon sentiment croissant d'abandon. « Au moins, je vous ai encore tous les 3, » ai-je dit à Nicolas pendant que nous préparions le dîner ce soir-là. Il a hoché la tête, distrait, concentré sur son téléphone. J'avais remarqué qu'il envoyait des messages fréquemment toute la journée, mais je n'y avais pas prêté attention jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était ma mère. « Alice, je voulais juste vérifier si les enfants viennent au barbecue de Damien demain. Il organise des jeux pour les enfants et Sophie et Étienne sont sur sa liste. » J'ai failli laisser tomber la casserole de pâtes que j'égoutais. « Quoi ? Non, maman, les enfants viennent à ma remise de diplôme, avec Nicolas. »« Oh, a-t-elle dit, confuse. Damien a dit que Nicolas parlait de les amener au barbecue. Il y aura plusieurs familles avec des enfants de leur âge
Et Damien a engagé un maître nageur pour la piscine. Ce serait plus amusant pour eux qu'une longue cérémonie. Mes mains tremblaient en posant la casserole et en m'éloignant du four. J'ai regardé Nicolas, qui s'était soudainement absorbé par la découpe de légumes. « Maman, il faut que je raccroche », ai-je dit abruptement, mettant fin à l'appel. Le silence dans la cuisine était assourdissant jusqu'à ce que je le rompe. « Nicolas, pourquoi ma mère pense-t-elle que toi et les enfants allez au barbecue de Damien demain ?» Il n'a pas croisé mon regard. J'ai peut-être mentionné à Damien que les enfants parlèrent de la fête. Ils ont entendu parler de la piscine et des jeux par leurs cousins. Et tu lui as dit que tu les emmènerais sans en discuter avec moi d'abord ? Nicolas a enfin levé les yeux, son expression mêlant culpabilité et défi. Alice, sois raisonnable. La cérémonie va durer 3 heures à rester assis sans bouger pendant que des centaines de noms sont appelés. Les enfants vont s'ennuyer à mourir. Donc, au lieu d'enseigner à nos enfants à soutenir leur famille et à célébrer les accomplissements, tu leur apprends que s'amuser passe toujours en premier. Ma voix montait malgré mes efforts pour rester calme. Cette remise de diplôme représente 5 ans de sacrifice pour construire un meilleur avenir pour nous. Tu ne penses pas que c'est important pour eux de voir que le travail acharné porte ses fruits ? Nicolas a soupiré lourdement. Bien sûr que si. Mais les enfants veulent vraiment aller au barbecue. Étienne n'arrête pas de parler de nager avec ses cousins. Et Sophie a entendu que son amie Jasmine du foot y sera avec toute sa famille. Alors, qu'es-tu en train de dire ? Ai-je demandé, bien que je connusse déjà la réponse. Que tu veux emmener nos enfants à un barbecue au lieu de voir leur mère obtenir son diplôme avec mention ? Ne peut-on pas trouver un compromis ? A suggéré Nicolas, avec un ton irritant de raison. Peut-être que je prends les enfants au barbecue et qu'on te retrouve au restaurant après pour célébrer. Ou je pourrais venir seul à la cérémonie et te récupérer après avoir déposé les enfants chez Damien. Je l'ai regardé, incrédule. Entends-tu ce que tu dis ? Ce n'est pas une négociation d'affaires. Il s'agit d'être là pour moi lors d'un des jours les plus importants de ma vie. Tu es trop dramatique, a marmonné Nicolas. Ce n'est qu'une cérémonie de remise de diplôme. Les mêmes mots que Damien, comme si mon accomplissement était trivial, une gêne dans leurs agendas sociaux. 5 ans, Nicolas, ai-je dit, la voix tremblante. 5 ans à manquer les couchers des enfants, à étudier jusqu'à 2 heures du matin, à utiliser chaque jour de congé pour des examens au lieu de voyage en famille. 5 ans à t'entendre te plaindre de mon absence. Les enfants se sentant négligés, moi portant la culpabilité en plus de l'épuisement. Et maintenant que c'est enfin fini, maintenant que je veux une seule journée de reconnaissance et de soutien, vous êtes tous trop occupés par un barbecue. Les enfants devraient pouvoir choisir eux-mêmes, a-t-il rétorqué. Ils ont 14 et 11 ans. Bien sûr qu'ils préféreraient une fête à la piscine à une cérémonie de remise de diplôme. C'est pourquoi les parents prennent des décisions basées sur des valeurs, pas sur ce qui est le plus amusant. La dispute s'est envenimée. Étienne et Sophie sont descendus, attirés par nos voix élevées. Quand ils ont compris de quoi nous parlions, ils ont naturellement pris le parti de leur père, Étienne déclarant que seuls les intellos se souciaient des cérémonies de remise de diplôme, et Sophie demandant en pleurant pourquoi je voulais gâcher leur plaisir. Je suis monté me coucher sans dîner, trop bouleversé pour manger. Nicolas a dormi sur le canapé, une rareté dans notre mariage. En regardant le plafond, je me demandais comment nous en étions arrivés là. Comment ma famille s'était-elle autant déconnectée de ma vie, si indifférente à mes accomplissements. L'ironie était douloureuse. J'avais poursuivi ce diplôme principalement pour eux, pour offrir une meilleure qualité de vie, pour être un modèle de détermination. Pourtant, ils ne pouvaient pas m'accorder un seul après-midi de soutien en retour. J'ai pleuré en silence dans mon oreiller, pleurant non seulement la déception inévitable du lendemain, mais quelque chose de plus profond, un désalignement fondamental dans la façon dont ma famille et moi valorisions nos vies respectives. Le sommeil m'a fui jusqu'aux petites heures du matin, ma tenue de diplômé suspendue comme un fantôme dans un coin de la chambre, symbole de la célébration vide de demain. Je me suis réveillé désorienté après quelques heures de sommeil agité. Pendant un instant, j'ai oublié la dispute de la veille, mon esprit passant automatiquement à l'excitation du jour de la remise des diplômes. Puis la réalité m'a rattrapé et j'ai tendu la main pour trouver le côté du lit de Nicolas vide et froid. En me traînant jusqu'à la salle de bain, j'ai aspergé mes yeux gonflés d'eau froide et essayé de rassembler un peu d'enthousiasme. C'était toujours mon jour, mon accomplissement. Je ne laisserai pas leur absence tout gâcher. En bas,
La maison était étrangement silencieuse. Pas de bruit de petit déjeuner préparé, pas de dessins animés à la télévision, pas de chamaillerie d'enfants. Sur le comptoir de la cuisine, une note griffonnée à la hâte. J'ai emmené les enfants chez Damien tôt pour aider à installer. On essaiera de revenir pour ta cérémonie. Félicitations. Nicolas. La note m'a fait l'effet d'un coup physique. Pas même un vrai au revoir, juste une pensée après coup. Je l'ai froissé et jeté à la poubelle, puis je me suis préparé un café avec des mains tremblantes. L'horloge indiquait 9h30. Mon rendez-vous chez le coiffeur était à 10h, suivi du maquillage à 11h. La cérémonie commençait à 14h, avec une arrivée des diplômés prévue à 13h pour l'alignement et les instructions. Malgré le vide dans ma poitrine, je me suis forcé à suivre le planning. La coiffeuse a commenté mon humeur réservée, mais a évité de poser des questions quand je n'ai pas engagé la conversation habituelle du salon. La maquilleuse a fait de son mieux pour dissimuler mes yeux gonflés et mon teint pâle, créant un look soigné qui contrastait fortement avec mon tumulte intérieur. De retour à la maison, j'ai enfilé ma nouvelle robe avec soin, ajusté la coiffe sur mes cheveux fraîchement coiffés et vérifié la fermeture de la toge. J'ai pris un selfie devant le miroir en pied, essayant de sourire, essayant de ressentir autre chose que la douleur. Je l'ai publié sur les réseaux sociaux avec une légende sur la réalisation de mes objectifs, et j'ai tagué ma famille par habitude, ou peut-être par défi. Les commentaires de félicitations ont commencé immédiatement. Collègues, cousins éloignés, amis du lycée, tous exprimant leur fierté et leur enthousiasme. Tout le monde, sauf ceux qui comptèrent le plus. J'ai envoyé un texto à Nicolas avant de quitter la maison. « Je pars pour la cérémonie maintenant. Vous venez toujours ?» 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Enfin, Étienne a fait une mauvaise chute en courant autour de la piscine. Rien de grave, mais beaucoup de larmes. On risque d'être en retard. Garde-nous des places si tu peux. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Les places étaient attribuées par nom de diplômés, avec des sièges généraux pour les familles. Il n'y avait pas de place à réserver. Nicolas le savait. Il avait lu le livret d'informations que j'avais laissé bien en vue sur le comptoir de la cuisine pendant des semaines. Son message n'était qu'une autre excuse bancale, une autre manière d'adoucir le coup de leur absence imminente. La route jusqu'à l'université était floue. J'ai garé la voiture dans le parking bondé et me suis dirigé vers l'auditorium où les diplômés se rassemblaient. Autour de moi, des camarades saluaient leur famille, posaient pour des photos, recevaient des fleurs et des embrassades. J'ai gardé la tête baissée, me concentrant pour trouver ma place dans la file alphabétique. Mon téléphone vibrait avec des messages d'encouragement de Linda, ma meilleure amie au travail, et du professeur Dubois, mon enseignant préféré, qui avait écrit ma lettre de recommandation pour un poste d'analyste senior auquel j'avais postulé. Leurs mots étaient gentils, mais ils soulignaient le silence de ma famille. Les diplômés ont défilé dans la grande salle, au son de Pomp and Circumstance, une mer de toges noires identiques et de coiffes carrées. Depuis la scène, j'ai scruté le public, espérant irrationnellement voir Nicolas et les enfants arriver en retard. La cérémonie a commencé avec des discours du président de l'université, du doyen et d'une ancienne élève à succès qui parlait de persévérance et d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, des mots qui semblaient s'adresser directement à moi. Quand mon département a été appelé, je me suis levé avec ma rangée et j'ai attendu mon nom. Dans ces moments d'anticipation, j'ai pris une décision. J'allais profiter de ce moment pour moi, pas pour les autres. Je l'avais mérité. Alice Marie Dupont, master en administration des affaires avec mention. J'ai traversé la scène la tête haute, serré la main du doyen, accepté mon étui à diplôme et déplacé le gland de ma coiffe de droite à gauche. Il y avait des applaudissements polis comme pour chaque diplômé. Pas d'acclamation distincte, pas de sifflement ou d'appel de mon nom. Juste la reconnaissance anonyme d'inconnus assistant au jalon d'une autre inconnue. Après être retourné à ma place, j'ai ressenti un calme étrange. La douleur était toujours là, mais elle s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait à de la détermination. J'ai suivi le reste de la cérémonie dans un état détaché, applaudissant automatiquement pour mes camarades, tandis que mon esprit vagabondait vers ce qui suivrait. Comment j'allais affronter cette trahison avec ma famille, ce que cela signifiait pour mon mariage, pour ma relation avec mes enfants, pour mon estime de moi. Quand la cérémonie s'est terminée, les diplômés se sont répandus sur la pelouse pour le traditionnel lancer de coiffe et les photos. Je me tenais maladroitement à la périphérie, regardant les familles se réunir, échanger des fleurs,
ouvrir des bouteilles de champagne. J'ai pris quelques photos obligatoires avec des camarades avec qui j'avais étudié, mais je me sentais comme une imposture dans leur joie. Je vérifiais mon téléphone de manière obsessionnelle. Aucun message de Nicolas, aucun appel des enfants, rien de mes parents ou de Damien. En défilant sur les réseaux sociaux, j'ai vu que Damien avait posté des photos de son barbecue, taguant mes parents, Nicolas et les enfants. Ils souriaient tous, rassemblés autour d'un brasero à faire griller des chamallows. L'horodatage montrait que la publication avait été faite il y a 30 minutes, en plein milieu de ma cérémonie. Quelque chose s'est brisé en moi. Une digue d'émotions que j'avais retenue toute la journée. J'ai trouvé un coin tranquille derrière le bâtiment des sciences et j'ai laissé libre cours à mes larmes, des sanglots profonds qui ont ruiné mon maquillage soigneusement appliqué et m'ont laissé à bout de souffle. Une fois calmé, j'ai décidé d'annuler la réservation au restaurant. Cela n'avait plus de sens de la maintenir. Alors que je cherchais le numéro du restaurant, un message de Nicolas est apparu. Il faut qu'on parle, urgemment. Immédiatement après, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé. 45 appels manqués de Nicolas, tous dans la dernière heure. Mon rythme cardiaque a doublé instantanément. 45 appels manqués ne pouvaient signifier qu'une urgence. Était-il arrivé quelque chose à l'un des enfants? À mes parents? Un accident? J'avais mis mon téléphone en mode silencieux pendant la cérémonie comme demandé par l'université. Dans mon état émotionnel après, je n'avais pas pensé à vérifier les appels manqués, seulement les messages. Avec des doigts tremblants, j'ai rappelé Nicolas. Il a répondu à la première sonnerie. « Alice, Dieu merci. » Sa voix était aiguë, paniquée. « J'essaie de te joindre depuis plus d'1 heure. »« Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, marchant rapidement vers le parking. « Tout le monde va bien ?»« C'est Étienne, » a dit Nicolas, ses mots se bousculant. Il grimpait sur ce nouveau toboggan aquatique ridicule que Damien a installé, faisant le malin devant ses cousins, et il est tombé. On est à l'hôpital mémorial. Le médecin pense que son bras est cassé. « J'arrive tout de suite, » ai-je dit, courant malgré mes talons. Il a très mal. C'est grave? Ils lui ont donné quelque chose pour la douleur, mais il est secoué. Il demande sans cesse après toi. Ces derniers mots ont déclenché en moi un flot d'émotions contradictoires. D'un côté, mon instinct maternel s'est immédiatement réveillé, désespéré de rejoindre mon enfant blessé. De l'autre, une petite voix amère notait qu'à présent, soudainement, ma présence était essentielle. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, dans un état d'anxiété extrême, alternant entre l'inquiétude pour Étienne et la colère résiduelle contre toute la situation. La toge de diplômé gisait froissée sur le siège passager, la coiffe jetée négligemment à l'arrière. L'étui à diplôme reposait intact sur le tableau de bord. L'hôpital mémorial était à seulement 15 minutes du campus, mais le trajet m'a semblé interminable. J'ai trouvé une place dans le parking des urgences et me suis précipité à l'intérieur, portant encore ma robe bleu marine, mes cheveux soigneusement coiffés désormais relâchés autour de mes épaules. La salle des urgences était animée avec les cas typiques du samedi après-midi. J'ai donné le nom d'Étienne à l'accueil et on m'a dirigé vers le box 7. En écartant le rideau, j'ai vu une scène qui m'a stoppé net. Étienne était allongé sur le lit, son bras droit dans une attelle temporaire, le visage taché de larmes mais calme. Autour de lui se tenaient non seulement Nicolas et Sophie, mais aussi mes parents, Damien et un médecin examinant des radiographies. Ils se sont tous tournés vers moi à mon arrivée, leurs expressions allant du soulagement à la culpabilité, en passant par quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Maman », a appelé Étienne, sa voix petite et enfantine malgré son statut d'adolescent. « Tu es venu ?» Je me suis immédiatement dirigé vers lui, l'instinct maternel prenant le dessus sur tout le reste. « Bien sûr que je suis venu, mon chéri. Comment vas-tu? Que s'est-il passé ?» En lissant ses cheveux en arrière, le médecin s'est approché et s'est présenté comme le docteur. « Martin. Votre fils a une fracture simple du radius, a-t-il expliqué montrant la radiographie. Douloureux mais simple. Nous poserons un plâtre et il devrait guérir complètement en 6 semaines environ. » J'ai hoché la tête, reconnaissante, un soulagement m'envahissant. Une fracture du bras était sérieuse mais gérable, pas mortelle, pas permanente. Il a été très courageux, a ajouté ma mère, tapotant la jambe d'Étienne. Il a à peine pleuré après le choc initial. Je lui ai adressé un sourire crispé, mais je ne pouvais me résoudre à m'engager davantage.
Leur présence ici, autour de mon fils, alors qu'il n'avait pas pris la peine d'assister à ma remise de diplôme, était comme du sel sur une plaie ouverte. Damien s'est avancé, l'air contrit. « Dieu merci, tu es là, ma sœur. » Le petit bonhomme demandait sans cesse après toi. Quelque chose dans son ton désinvolte, la facilité avec laquelle il agissait comme si c'était une réunion familiale normale, plutôt que l'aboutissement d'une profonde trahison, a brisé ce qu'il restait de ma retenue. « Dieu merci. Je suis là, » ai-je répété, la voix dangereusement basse. Contrairement à l'endroit où j'étais avant, à obtenir mon diplôme seul, pendant que toute ma famille profitait d'un barbecue. Un silence inconfortable s'est abattu sur le petit espace. Nicolas m'a lancé un regard d'avertissement, plaidant silencieusement pour que je n'aborde pas cela ici, pas maintenant. Mes 5 ans d'épuisement, de frustration et de douleur refoulée avaient atteint un point d'ébullition. J'ai passé le jour le plus important de ma vie professionnelle complètement seul, ai-je continué, la voix tremblante mais claire. Pas de mari, pas d'enfant, pas de parents, pas même un texto de félicitations. Parce qu'un barbecue et une fête à la piscine étaient plus importants que 5 ans de sacrifice et de travail acharné. « Alice », a commencé mon père d'un ton apaisant. « Ce n'est ni le moment, ni le lieu. »« Quand serait un meilleur moment, papa ?» ai-je demandé, les larmes menaçant à nouveau. « Quand je serai de nouveau invisible. Quand je serai de nouveau celle qui est responsable et qu'on ne reconnaît jamais. Quand je serai de nouveau à mettre les besoins de tous les autres avant les miens. » Ma mère semblait sincèrement perplexe. « Ma chérie, nous ne savions pas que cela comptait autant pour toi. Ce n'est qu'une cérémonie. » « Qu'une cérémonie, ai-je répété, vide. Tout comme c'est juste un diplôme, juste un accomplissement, juste ma vie. » Damien, mal à l'aise avec la tension, a tenté de détourner la conversation. « Écoute, ce qui compte maintenant, c'est qu'Étienne va bien. C'était une situation d'urgence. » « Et s'il n'y avait pas eu d'urgence ?» l'ai-je défié. « Auriez-vous regretté d'avoir manqué ma remise de diplôme? Auriez-vous même pensé à moi aujourd'hui ?» Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Nicolas s'est avancé, posant une main sur mon bras. « Alice, tu es bouleversée, et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais Étienne a besoin de calme maintenant. On peut en discuter plus tard. » J'ai regardé mon fils, qui observait le drame des adultes avec de grands yeux anxieux. Sophie se tenait à côté de lui, mordillant sa lèvre nerveusement. Il ne méritait pas d'être témoin de cela, d'être pris dans le feu croisé des ressentiments des adultes. « Tu as raison, » ai-je concédé, prenant une profonde inspiration. « Étienne a besoin qu'on se concentre. Sur lui maintenant. » Je me suis tourné vers mon fils, lui posant des questions sur l'examen du médecin, m'assurant qu'il comprenait ce qui allait se passer avec le plâtre. J'ai gardé une voix stable et rassurante, compartimentant ma douleur, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Quand l'infirmière est venue chercher Étienne pour poser le plâtre, je me suis porté volontaire pour l'accompagner, ayant besoin d'une pause face à la présence étouffante des autres. En marchant dans le couloir, Étienne légèrement appuyé contre moi, il a parlé doucement. « Je suis désolé d'avoir manqué ta remise de diplôme, maman. Je voulais vraiment aller à la fête. Et papa a dit que c'était d'accord. » J'ai dégluti difficilement. « Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Ce sont les adultes qui ont pris ces décisions, pas toi. Mais tu es triste ? » ?»« Oui, » ai-je admis, ne voyant pas l'intérêt de lui mentir. « Je suis triste. Mais je suis aussi très fier de moi, et j'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi aujourd'hui était important. » Il a hoché la tête solennellement, son jeune visage pensif d'une manière qui le faisait soudainement paraître plus vieux. « Je suis fier de toi aussi, maman, même si je n'ai pas vu ton diplôme. » Ces simples mots étaient la première reconnaissance sincère que j'avais reçue de toute la journée, et ils signifiaient plus venant de lui que de n'importe qui d'autre. Après que le bras d'Étienne a été correctement plâtré, nous sommes revenus pour trouver le box des urgences vide, sauf pour Nicolas, qui a expliqué que mes parents et Damien étaient allés chercher un café à la cafétéria. Sophie les avait accompagnés, apparemment plus intéressée par les distributeurs automatiques de l'hôpital que par la procédure médicale de son frère. « Le médecin dit qu'on peut le ramener à la maison », a dit Nicolas, me tendant les papiers de sortie. « Il a une ordonnance pour des antidouleurs qu'il faut aller chercher. » J'ai hoché la tête mécaniquement, toujours en mode mère, priorisant les besoins d'Étienne avant tout. « Je le ramènerai à la maison, »
tu peux aller chercher l'ordonnance. Alice, a commencé Nicolas, hésitant. À propos d'aujourd'hui. Pas maintenant, l'ai-je coupé. Pas devant Étienne. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Linda, ma collègue, qui avait promis d'assister à la cérémonie pour me soutenir. Alice, où es-tu? Je te cherche partout. Je pensais qu'on se retrouvait près de la fontaine après la cérémonie. J'avais complètement oublié notre rendez-vous dans le chaos de l'urgence. Linda, je suis désolé. Je suis à l'hôpital Mémorial. Étienne a eu un accident. Mon Dieu, il va bien? Son inquiétude était immédiate et sincère. Une fracture du bras. On va rentrer à la maison. Tu as besoin de quelque chose, de compagnie, de nourriture, de récupérer une ordonnance? Ces offres attentionnées, en contraste frappant avec le comportement de ma famille, m'ont mis la larme à l'œil. En fait, ça te dérangerait de passer plus tard? J'ai besoin d'une amie en ce moment. Bien sûr. Je vais apporter le dîner. Envoie-moi ton adresse. Après avoir raccroché, j'ai remarqué que Nicolas me regardait avec une expression étrange. C'était qui? A-t-il demandé. Linda, du travail. Elle est venue à ma remise de diplôme. Vu que personne d'autre ne l'a fait, ai-je répondu, pointu. Elle apporte le dîner plus tard. Avant qu'il ne puisse répondre, mes parents et Damien sont revenus avec Sophie, tous portant des cafés et des snacks de la cafétéria. Ma mère s'est immédiatement mise à s'agiter autour du nouveau plâtre bleu d'Étienne, tandis que mon père posait des questions sur les rendez-vous de suivi. Damien restait en retrait, inhabituellement discret. On ramène Étienne à la maison maintenant, ai-je annoncé au groupe. Il a besoin de repos. On vient avec vous, a déclaré ma mère. Tu auras besoin d'aide pour le dîner et pour l'installer. Non, ai-je dit, fermement, me surprenant moi-même par la force de ma réponse. Merci, mais non. Linda apporte le dîner, et je peux gérer mon propre fils. Le silence stupéfait qui a suivi m'a procuré une petite satisfaction vindicative. Mais nous sommes venus de si loin, a protesté mon père, et nous comptions rester jusqu'à demain. Vous pouvez retourner chez Damien, ai-je suggéré froidement. Je suis sûr que le barbecue continue. J'ai besoin d'espace en ce moment. Damien semblait vouloir objecter, mais s'est ravisé. Ma mère avait l'air sincèrement blessée, mais pour une fois, je ne pouvais pas me résoudre à ménager ses sentiments au détriment des miens. Nous nous sommes séparés maladroitement dans le parking de l'hôpital, avec des promesses de s'appeler demain pour prendre des nouvelles d'Étienne. Nicolas a conduit notre voiture, avec Étienne soigneusement attaché à l'arrière et Sophie, inhabituellement silencieuse, à côté de son frère. Je regardais par la fenêtre passager, épuisé physiquement et émotionnellement. À la maison, j'ai aidé Étienne à s'installer confortablement sur le canapé du salon, avec des coussins soutenant son bras et son émission préférée à la télévision. Sophie s'est retirée dans sa chambre, sentant clairement la tension entre ses parents. Nicolas restait là, hésitant, attendant l'inévitable confrontation. « Je vais me changer », ai-je dit, désignant ma tenue de diplômé que je portais encore. Ensuite, il faut qu'on parle. À l'étage, j'ai retiré la robe bleu marine qui aurait dû être associée au triomphe, mais qui semblait maintenant un costume d'une performance ratée. J'ai enfilé des vêtements confortables, lavé le maquillage barbouillé de mon visage et pris plusieurs respirations profondes avant de redescendre. Nicolas était dans la cuisine, déballant mécaniquement le sac de la pharmacie. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Alice, je sais que tu es en colère, » a-t-il commencé. « En colère ne commence même pas à couvrir ce que je ressens, » ai-je répondu, gardant la voix basse pour que les enfants n'entendent pas. « Je me sens trahi, Nicolas. Par toi, surtout. » Il a eu la décence d'avoir l'air honteux. J'ai fait une erreur. Je pensais que les enfants s'amuseraient plus au barbecue, et je n'ai pas réalisé à quel point la cérémonie comptait pour toi. Comment pouvais-tu ne pas réaliser? J'en parle depuis des mois. Je t'ai expressément demandé de promettre que vous seriez tous là. Je sais, et je suis désolé. Quand Damien nous a invités, les enfants étaient tellement excités, et ça semblait un compromis inoffensif à l'époque. Un compromis implique que les deux parties sont d'accord, ai-je dit, amer. Tu as pris une décision unilatérale de privilégier le plaisir à me soutenir. Nicolas s'est appuyé contre le comptoir, passant une main dans ses cheveux. Tu as raison. J'ai gravement merdé.
Mais une erreur efface-t-elle 12 ans de mariage? 5 ans à te soutenir dans ton diplôme? Me soutenir? Ai-je répété, incrédule. Tu te plaignais constamment de mon absence. Tu me faisais sentir coupable d'étudier. Tu emmenais les enfants à des événements sans même essayer de m'inclure. Et puis, le seul jour où j'avais besoin que tu sois là pour moi, tu as choisi la fête de mon frère. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. J'ai jonglé avec le travail, les enfants et l'entretien de la maison pendant que tu étais en cours 3 soirs par semaine. J'ai été soutenant à ma façon, même si tu ne le vois pas. Et moi, j'ai travaillé à temps plein tout en étudiant les soirs et les week-ends pendant 5 ans pour construire un meilleur avenir pour notre famille, ai-je rétorqué. Nous avons tous les deux fait des sacrifices, Nicolas. La différence, c'est que je n'aurais jamais manqué un jalon important de ta vie. La vérité de cette affirmation pesait entre nous. Nicolas savait que j'avais raison. Malgré ses plaintes sur mon absence, j'avais toujours été là pour ces moments importants, réorganisant mon emploi du temps, manquant des cours si nécessaire. « Que veux-tu que je fasse ?» a-t-il demandé finalement. « Comment puis-je réparer ça ?» J'ai secoué la tête lentement. « Je ne sais pas si tu peux réparer ça tout de suite. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que ça signifie pour nous, à savoir si je peux te faire confiance pour valoriser mes accomplissements. Es-tu en train de dire que tu veux une séparation ?» L'alarme perçait dans sa voix. « Non, ai-je clarifié. Je dis que j'ai besoin d'espace pour traiter ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais séjourner à l'hôtel que j'avais réservé pour mes parents. Juste 1 semaine. J'ai besoin de faire le point. 1 semaine, Alice, sois raisonnable. Étienne a le bras cassé. Il a besoin de sa mère. Étienne a un père qui est apparemment parfaitement capable de prendre des décisions sans me consulter, ai-je répondu sèchement. Il ira bien quelques jours avec toi aux commandes. Je vérifierai son état tous les jours et je reviendrai s'il y a des complications. Nicolas semblait vouloir discuter davantage, mais il a semblé réaliser qu'il n'était pas en position de me refuser cette demande. « Quand pars-tu » ? Après que Linda aura apporté le dîner et que j'aurai expliqué les choses aux enfants. Je ferai mes bagages ce soir et je partirai demain matin. Comme sur un signal, la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Linda. Elle a apporté non seulement le dîner, comme promis, mais aussi un cadeau de diplômé, un magnifique portfolio en cuir gravé de mes initiales et une carte signée par plusieurs collègues. « Nous sommes tellement fiers de toi », a-t-elle dit, me serrant fort dans ses bras. « Tu as travaillé si dur pour ça. » Sa simple reconnaissance m'a fait monter les larmes aux yeux. C'était tout ce que j'avais voulu de ma famille, cette reconnaissance de base de mon accomplissement. Après le dîner, pendant que Linda aidait Nicolas à ranger la vaisselle, je me suis assise avec les 2 enfants pour expliquer mon absence temporaire. J'ai rassuré Étienne que je vérifierais son état tous les jours et que je ne partais pas à cause de son accident. J'ai juste besoin d'un peu de temps calme pour réfléchir, leur ai-je dit. Parfois, les adultes ont besoin d'espace, comme vous quand vous êtes dépassés. Sophie, plus perspicace que je ne l'avais cru, a demandé directement « C'est parce qu'on a manqué ta remise de diplôme ?» En partie, ai-je admis, ne voulant pas leur mentir. J'ai été très blessé par ça. Mais c'est plus à propos de ce que je veux pour l'avenir. Ce n'est pas une punition pour qui que ce soit. C'est juste quelque chose dont j'ai besoin. À ma surprise, les 2 enfants ont accepté cette explication avec un minimum de protestation. Peut-être sentaient-ils la profondeur de ma douleur, ou peut-être étaient-ils simplement épuisés par les événements de la journée. Quoi qu'il en soit, ils m'ont serré fort pour me dire bonne nuit, comme s'ils me manquaient déjà. Le lendemain matin, j'ai fait une petite valise et conduit jusqu'à l'hôtel du centre-ville, m'installant dans la chambre que j'avais réservée pour mes parents. L'ironie ne m'échappait pas. En m'installant dans cet espace calme, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. Pour la première fois depuis des années, j'avais mis mes propres besoins en premier. La culpabilité que j'attendais était étonnamment absente, remplacée par un nouveau sentiment de respect de moi-même. Au cours des jours suivants, j'ai reçu une flopée de textos et d'appels d'excuses. Mes parents ont laissé un message vocal larmoyant, admettant qu'ils avaient été irréfléchis. Damienne m'a envoyé un arrangement floral élaboré à l'hôtel avec une carte reconnaissant son égoïsme. Nicolas appelait tous les soirs, son ton de plus en plus désespéré, réalisant que j'étais sérieuse à propos de ce temps à part. J'ai passé la semaine à réfléchir à mes relations, à mes objectifs professionnels et à ce que je voulais pour la prochaine phase de ma vie. Je rendais visite à Étienne tous les jours, apportant de petits cadeaux et l'aidant à s'adapter à la vie avec un bras plâtré.
J'ai déjeuné avec Sophie à son école, la rassurant sur le fait que les défis familiaux étaient normaux et résolubles. J'ai parlé avec mon patron du poste d'analyste senior, qui m'avait été officieusement offert après l'obtention de mon diplôme. À la fin de la semaine, j'avais tiré plusieurs conclusions importantes. Le comportement de ma famille avait révélé une vérité douloureuse sur la manière dont ils valorisaient mes contributions et mes aspirations. Mais cela m'avait aussi donné une clarté sur ma propre valeur et les limites que je devais établir à l'avenir. Une semaine après la cérémonie, je suis rentré de l'hôtel avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce temps seul avait été transformateur, me permettant de traiter ma douleur sans la pression constante de pardonner prématurément pour préserver l'harmonie familiale. Nicolas m'attendait sur le perron, un sourire hésitant sur le visage. Il m'a aidé à porter ma valise à l'intérieur, où la maison était étonnamment propre et ordonnée. J'ai appris plus tard qu'il avait engagé un service de ménage, un geste reconnaissant la charge domestique que je portais habituellement en plus de mes autres responsabilités. « Les enfants sont à l'école », a-t-il dit. Je pensais qu'on devrait parler en privé d'abord. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, théâtre de nombreux repas familiaux et sessions de devoirs. Ce cadre familier soulignait à quel point les choses avaient changé en une semaine. J'ai beaucoup réfléchi à nous, a commencé Nicolas, à comment je t'ai considérée comme acquise, à comment j'ai échoué à te soutenir quand cela comptait le plus. J'ai hoché la tête, appréciant sa franchise. J'ai aussi réfléchi à ce dont j'ai besoin dans ce mariage à l'avenir. Dis-moi, a-t-il dit, et pour la première fois depuis des années, il semblait vraiment prêt à écouter. J'ai besoin de respect pour mes accomplissements, pas seulement des paroles en l'air. J'ai besoin d'un vrai partenaire qui valorise mes objectifs autant que les siens et ceux des enfants. J'ai besoin d'arrêter d'être la parent par défaut, la femme de ménage par défaut, celle dont les besoins passent toujours en dernier. Nicolas n'est pas devenu défensif comme il l'aurait peut-être fait avant. Au lieu de cela, il a reconnu la vérité dans mes paroles. Tu mérites tout ça. Je vois maintenant comment je t'ai relégué au dernier plan, tout en me plaignant de ton absence. C'était injuste et hypocrite. Nous avons parlé pendant des heures, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Nicolas a révélé ses propres insécurités concernant mon avancement éducatif, craignant que je le dépasse professionnellement. J'ai partagé mon ressentiment d'avoir porté la charge mentale de la gestion familiale tout en poursuivant mon diplôme. Nous avons discuté de changements pratiques, comme engager une aide occasionnelle pour le ménage et créer une répartition équitable des responsabilités parentales. Quand les enfants sont rentrés de l'école, nous avons tenu une réunion familiale. Étienne, son plâtre maintenant décoré de signatures colorées de ses camarades, écoutait solennellement, tandis que nous expliquions que nous travaillions sur certains défis, mais que nous étions engagés à être plus forts en tant que famille. « Ça veut dire que tu restes, maman ?» a demandé Sophie, la voix faible. « Oui, l'ai-je rassuré. Mais ça veut aussi dire que certaines choses seront différentes. Je vais bientôt commencer un nouveau poste au travail avec plus de responsabilités, et tout le monde dans cette famille devra contribuer davantage à la maison. » À ma surprise, les deux enfants ont facilement acquiescé. Étienne s'est porté volontaire pour tondre la pelouse une fois son bras guéri, tandis que Sophie a proposé de s'occuper du tri du linge. Il semblait presque soulagé d'avoir des moyens concrets de contribuer au foyer. Les jours suivants, j'ai eu des conversations tout aussi franches avec mes parents et Damien. Je les ai invités individuellement, ne voulant pas me sentir en infériorité numérique pendant ces discussions difficiles. Mes parents sont arrivés les premiers, apportant des cadeaux et des excuses. Ma mère m'a tendu une carte contenant un chèque conséquent, espérant clairement acheter mon pardon. Je le lui ai rendu, doucement mais fermement. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je expliqué. C'est à propos de reconnaître un schéma qui existe depuis toute ma vie. Les événements de Damien passent toujours en priorité. Ses réussites sont célébrées, les miennes minimisées. Mon père semblait sincèrement surpris. Nous n'avions aucune idée que tu ressentais cela, Alice. C'est une partie du problème, ai-je répondu. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais remarqué. La conversation était inconfortable, mais nécessaire. Je n'ai pas exigé de promesses dramatiques ou d'excuses larmoyantes. À la place, j'ai établi des limites claires pour notre relation à l'avenir.
Je n'accepterai plus les annulations de dernière minute ou un statut secondaire dans les priorités familiales. Je n'épuiserai plus mes efforts à chercher une approbation librement accordée à mon frère. La visite de Damien a été tout aussi révélatrice. Sans le tampon de nos parents ou de mes enfants, il a été forcé de confronter son rôle dans la dynamique familiale. « Je n'ai jamais intentionnellement essayé de t'éclipser », a-t-il insisté. « L'intention n'efface pas l'impact », ai-je rétorqué. « Ton barbecue aurait pu être prévu n'importe quel week-end. Tu as choisi le jour de ma remise de diplôme, puis refusé de le changer. » À son crédit, Damien n'a pas cherché d'excuses. « Tu as raison. J'ai été égoïste. Je crois que je me suis habitué à être le centre de l'attention dans cette famille. Nous sommes parvenus à une entente qui nécessiterait un effort continu pour être maintenu. Je n'attendais pas que des décennies de schémas changent du jour au lendemain. Mais je n'étais plus disposé à accepter d'être une pensée secondaire dans l'histoire de ma propre famille. Les semaines suivantes ont apporté une guérison graduelle. Le bras d'Étienne guérissait régulièrement, un rappel visible de la résilience qui suit une blessure. Ma promotion au poste d'analyste senior a été confirmée, avec une augmentation significative de salaire et un bureau privé. Les revenus supplémentaires nous ont permis d'engager un service de ménage hebdomadaire, soulageant une partie du fardeau domestique qui avait contribué à mon épuisement. Nicolas a tenu ses promesses, prenant plus de responsabilités parentales et célébrant publiquement mes réussites professionnelles. Les enfants, observant leurs parents adopter de nouveaux comportements, ont commencé à montrer plus d'appréciation pour mes contributions, tant au travail qu'à la maison. Le geste le plus significatif est venu 1 mois après la remise des diplômes, lorsque Damien a organisé une petite fête surprise pour célébrer mon master. Il a invité mes amis proches et collègues, commandé un gâteau décoré aux couleurs de mon université et prononcé un discours reconnaissant ma détermination et mon intelligence. Mes parents étaient présents, apportant une photo encadrée de moi en tenue de diplômé, commandée auprès du photographe de l'université. C'était une soirée charmante, mais sa signification allait au-delà de la célébration elle-même. Elle représentait un changement dans la manière dont ma famille percevait mes accomplissements. Une reconnaissance que mes jalons méritaient la même attention et le même respect que ceux des autres. En préparant l'accrochage de mon diplôme dans mon nouveau bureau, j'ai réfléchi au voyage inattendu qui avait suivi le jour de ma remise de diplôme. Ce qui aurait dû être une simple célébration était devenu un catalyseur pour un changement profond dans mes relations les plus importantes. J'avais appris que parfois, le plus grand cadeau de l'éducation n'est pas le diplôme lui-même, mais la connaissance de soi qui l'accompagne. J'avais appris que défendre mes intérêts ne signifiait pas perdre ma famille, mais plutôt créer des liens plus sains basés sur le respect mutuel. J'avais appris que poser des limites, bien que douloureux au départ, permet finalement des relations plus authentiques. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'était pas déterminée par la reconnaissance des autres, mais par mon propre sentiment d'accomplissement et d'intégrité. Les sièges vides à ma remise de diplôme avaient initialement semblé être un rejet, mais ils m'avaient finalement conduit à une compréhension plus complète de ma propre valeur et au courage d'exiger que les autres la reconnaissent aussi. Parfois, les blessures les plus profondes mènent à la croissance la plus significative. Avez-vous déjà dû défendre vos intérêts face à des membres de votre famille qui vous prenaient pour acquis? Comment avez-vous géré cela? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la navigation des dynamiques familiales et la découverte de votre voix. Merci d'avoir écouté mon parcours et souvenez-vous que vos réussites méritent d'être célébrées, même si vous devez parfois être votre propre plus grand supporter.